On a choisi cette fois-ci de parler de l'émergence du droit mou. Alors, vaste sujet que ce droit mou. Qu'est-ce que c'est exactement? Je pense que la meilleure manière de commencer ce webinaire, c'est peut-être de demander à Sylvain et à Carole de nous expliquer pour chacun d'entre vous ce que comment vous définiriez cette question du droit mou. On va d'abord passer la parole à Carole. Commence. Eh ben, écoute, c'est très bien. Donc moi, j'aurais une façon de présenter un peu moins académique que Sylvain, puisque je vous rappelle, moi, je suis praticienne du droit, je suis juriste, les mains un petit peu dans les territoires. Donc pour moi, le droit mou, c'est mon quotidien. Le droit mou, pour moi, c'est une révolution juridique majeure qui va nous amener très proche de la noyade si ça continue. Je suis très, très franche avec vous parce que, et on va le voir, Gilles, et là je vais être assez rapide, ce qui va être montré en exemple, c'est que ce droit mou, d'abord, aplatit la hiérarchie des normes. Juste pour rappel, et je pense que ça servira à Sylvain, vous savez, les juristes aiment bien classer les textes. On a des textes supérieurs, des textes inférieurs. Et toute la mécanique juridique, c'est de savoir quel est le texte qui prime sur l'autre. Donc, on a la Constitution, les lois, les décrets, les arrêtés, les textes internationaux tout au-dessus. Et puis, tout ça s'organise en principe en cohérence, en harmonie. Aujourd'hui, le droit mou eh bien, est en train de mettre un désordre terrible dans cette hiérarchie, puisque de hiérarchie, il n'y en a plus. Et chacun aujourd'hui met au même niveau les circulaires, les instructions ministérielles, les guides d'interprétation des instructions ministérielles, les protocoles, les plans d'action, les feuilles de route, les stratégies, les déclarations politiques, bref, tout ça est mis au même niveau. Donc, si tu me demandes ce que c'est pour moi le droit mou aujourd'hui, c'est un aplatissement des normes juridiques et c'est pour ça que les gens se plaignent des normes parce que vous allez voir qu'on ne sait plus qui a le pouvoir. Ce qui est certain, c'est que le monde agricole est en train de le perdre. Oui, et de ton côté, Sylvain, comment tu donnerais une définition un peu plus précise du droit mou par rapport au droit dur? C'est quoi exactement la différence entre un droit légitime, un droit dur et un droit mou? Bien, merci, bonjour à tous. Merci beaucoup, Gilles. Je vais effectivement compléter. Je trouve extrêmement intéressant ce choix du terme mou, qui est en fait pas exactement celui que retient notamment le Conseil d'État et le droit international, qui nous parle de droit souple. Mais je pense on va utiliser tantôt le mot mou, tantôt souple aujourd'hui. Et ça me semble intéressant de créer justement l'assimilation entre les deux. En fait, on a une définition. Alors, pour essayer d'objectiver un peu le débat, je suis allé chercher la définition du lexique juridique, et donc édité par Dalloz d'un côté, et de l'autre, la définition qu'en donne le Conseil d'État, puisque c'est bien lui, en fait, qui promeut très clairement l'application de ce fameux droit souple qu'on pourrait appeler mou aujourd'hui. On vous dit en substance, c'est un ensemble disparate de dispositifs d'origine diverse. Déjà, on ne sait pas trop d'où ça vient, on sait que c'est disparate. Il n'y a qui n'ont ni valeur normative, enfin, qui n'ont pas de valeur normative impérative, pardonnez-moi, pas de création de droits ni d'obligations, et ils ont une influence régulatrice sur les comportements. En fait, si on doit résumer, et là je reprends un peu la définition du Conseil d'État, c'est une espèce de Canada Dry du droit, du droit en vigueur. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces publicités en disant oh, c'est de l'alcool sans alcool. Et là, c'est exactement la définition que reprend le Conseil d'État en nous donnant trois conditions cumulatives. L'objet est de modifier, la première, c'est l'objet est de modifier ou d'orienter les comportements. La deuxième, c'est qu'ils ne créent pas en eux-mêmes de droits ou d'obligations. Ça, c'est absolument capital parce qu'on verra que c'est en fait archi faux. Et le troisième point que nous donne le Conseil d'État comme condition cumulative, c'est ayant un degré de formalisation et de structuration qui apporte, qui les apparence, pardonnez-moi, aux règles de droit. C'est pour ça que j'appelle ça du Canada Dry. Finalement, c'est comme une règle de droit, mais ça n'en est pas une. Et donc, on nous dit, le Conseil d'État poursuit cela en nous disant qu'il faut trois conditions pour l'application du droit souple, son utilité, son effectivité et sa légitimité. Pour finir cette définition que nous donne le Conseil d'État, il nous dit qu'il y a quatre grandes fonctions. J'en retiens deux qui me surprennent particulièrement. La première, donc, je vous rappelle qu'il n'y a pas d'effet normatif impératif, mais le Conseil d'État vous dit quand même qu'il a vocation, d'une part, à se substituer au droit dur et même, dans certains cas, à être une alternative pérenne au droit dur, donc au droit en vigueur. Et si je dois passer un premier message qui me semble le plus important aujourd'hui, c'est qu'il me semble qu'aujourd'hui, le droit mou, en tant qu'il est appliqué par les magistrats, est une remise en cause très claire de l'état de droit.
l'état de droit qui, encore une fois, qui conduit l'ensemble des autorités à se conformer aux règles de droit en vigueur, ce que n'est pas le droit mou. Donc ça nous semble important dès à ce stade de souligner ce point. Alors, est-ce que, pour être un peu plus, parce que là, c'est très théorique tout ça, Carole, toi qui es sur le terrain, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple un peu facile et précis pour que les gens comprennent exactement comment le droit mou a pu interférer dans une décision juridique? Alors, je vous ai pris comme exemple quelque chose que vous connaissez tous en réalité, les fameuses retenues de substitution. Vous savez, les bassines, donc dites retenues de substitution. Alors, à la base, et vous allez essayer de suivre le raisonnement, parce qu'il y a un raisonnement dans tout ça, hein. Les fameux PTGE, Programme territorial de gestion de l'eau. Je vais vous parler de ça. Pourquoi? Parce que sur les territoires, quand un agriculteur veut obtenir un financement pour pouvoir construire son ouvrage de stockage de l'eau, il demande des financements à l'agence de l'eau. Et aujourd'hui, les agences de l'eau répondent, s'il n'y a pas de PTGE, de Programme territorial de gestion de l'eau, nous ne pouvons pas financer votre projet. Alors évidemment, moi, j'entends ça, je me dis, mais quel est le texte juridique qui oblige les agences de l'eau à passer d'abord par un PTGE qui prend des années et des années à mettre en place pour accorder un financement? Alors j'ai déroulé le fil et je tombe sur comme référence l'instruction du gouvernement du 7 mai 2019 qui, pour les agences de l'eau, est la référence juridique de ce lien entre PTGE retenue de substitution. Et quand je continue en fait de dérouler la pelote, je me rends compte que le deuxième texte qui est cité, c'est un guide national sur l'élaboration et la mise en œuvre des PTGE publié en août 2023. Pourquoi vous avez ce guide en fait en août 2023, un guide pour interpréter l'instruction ministérielle? Tout simplement parce qu'à un moment donné, vous avez eu les assises de l'eau en 2019, vous avez eu le Varenne de l'eau 2021-2022 qui ont fait des annonces sur les fameux PTGE, les retenues de substitution. Et donc, je me suis permise de demander à l'intelligence artificielle, à l'IA, quel était le cadre juridique des PTGE. La réponse est donc l'ensemble des textes que je viens de vous citer, instructions, les guides, le Varenne, etc. Ces textes fournissent un cadre juridique et des orientations pour la mise en œuvre des PTGE en mettant l'accent sur la concertation, la durabilité et l'adaptation au changement climatique. Alors, vous lisez ça. Alors déjà, l'IA, je vois les dégâts, ça oriente très clairement la pensée aujourd'hui de tout le monde. Donc, vous lisez ça, l'IA a dit ça, très bien. Donc, tous ces textes qui sont des textes de droit mou, donc, Sylvain, je reprends ce que dit le Conseil d'État, aucune portée juridique, aucune portée contraignante, etc. Je continue. On me dit dans cette instruction ministérielle que le préfet coordonnateur de bassin approuve le PTGE qui ne vaut pas autorisation réglementaire. D'accord. Mais néanmoins, vous avez l'obligation, quand vous êtes une structure de gestion collective de l'eau, de proposer une répartition de l'eau qui tient compte du PTGE. Et en même temps, les SDAGE font référence au PTGE, schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, qui eux-mêmes renvoient au SAGE, je fais exprès, je vais vous noyer, et qui eux-mêmes vous disent des schémas de planification qui ont une portée juridique, on va dire, qui change, qui est plus ou moins forte pour les tiers, les agriculteurs, mais qui vous disent, ben non, il faut tenir compte des PTGE pour aussi y mettre des données scientifiques, des études de prélèvement. Au final, je termine, et ça je sais que c'est important, la Cour d'appel de Bordeaux du 4 avril 2023, qui très clairement, dans sa décision, vous reprend tout ce que je viens de vous dire en disant, bah, on va partir des SDAGE, les SAGE, les PTGE, les contrats de territoire, et puis les protocoles, puisque maintenant nous avons des protocoles qui sont écrits, le protocole du Clin qui engage, dit le juge, qui engage les agriculteurs qui n'ont eux-mêmes pas signé le protocole, et quand on lit le protocole, c'est pas du tout juridiquement contraignant, mais le juge en fait un élément de sa décision. Alors,
pour aller dans le sens d'un stockage de l'eau et d'une validation de l'autorisation de construire des ouvrages de stockage de l'eau. Donc, je termine en vous disant, vous voyez le cheminement qui fait qu'en fait, on a une toile d'araignée de droit mou, des textes qui se renvoient la balle les uns les autres, avec un coup des textes de droit mou, des textes qui ont une valeur juridique, et au final, les juges reprennent la totalité de ces textes, les mettent finalement au même niveau pour dire, ben, l'objectif, il est atteint, il y a une gestion équilibrée de la ressource en eau. Voilà ce que l'on vit. Donc, pour résumer, en fait, ce que tu veux dire par là, c'est que tu as plein de textes qui ont été élaborés par les uns et par les autres, des guides, etc. Et que tout ça qui n'a jamais fait l'objet finalement de décision législative par les députés, par les sénateurs, enfin qui ne se trouve pas dans la loi, finalement, c'est ça qui va faire fixer le cadre d'une décision prise par une cour d'appel, et donc qui devient de facto le droit de demain. C'est ça. Exactement. OK. C'est exactement ça. Et Sylvain, C'est-à-dire que, pardon, Sylvain, tu aurais peut-être un autre exemple un peu plus simple ou pas? Oui, alors que je vais. Alors, la matière, encore une fois, moi, je suis spécialisé en droit de l'environnement, qui est une matière épouvantablement complexe. On en reparlera. Donc, je vais essayer de simplifier, enfin, de rendre clair ce qui peut ne pas l'être. Et je vais venir sur la matière des déchets, par exemple, où on a une définition qui vous est donnée par le Code de l'environnement. Et en fait, ce que je dis à longueur de journée, on sait à peu près ce que n'est pas un déchet, on ne sait pas ce que c'est. Et si je reprends la définition, on vous dit le déchet, donc ça, c'est le Code de l'environnement qui vous dit ça dans sa partie législative. Là, on est bien sur la loi, le droit dur toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire. Une fois qu'on a dit ça, on ne sait pas vraiment ce que c'est qu'un déchet. Et j'avais un cas qui m'a véritablement frappé, pour ne pas dire choqué, c'est la problématique des terres excavées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un texte législatif qui ne définit pas suffisamment les textes et on arrive jusqu'à un extrême invraisemblable. On vous dit que vous avez un guide méthodologique édité par le ministère qui donc encore une fois n'est qu'un guide sans valeur réglementaire, et qui vous dit que toutes les terres excavées, que ce soit sur des sites pollués ou pas, sont des déchets, sans aucune distinction. Et quand vous arrivez à cela, ou sur certains sites qui sont vierges, donc sans pollution, des espaces tout à fait naturels, vous avez des gens qui récupèrent la terre végétale pour derrière aller la redéplacer à d'autres endroits, voire la vendre, eh bien, on vous dit que la terre végétale que vous avez excavée, comme tout ce qui est excavé est un déchet, la terre végétale est un déchet. Et même pire, ça, c'est un cas extrêmement pratique auquel j'ai été confronté. L'administration, les services préfectoraux vont même qualifier cette terre végétale de déchet inerte. Or, dans le droit dur, précisément, la terre végétale ne peut pas être qualifiée comme déchet inerte. Donc, on arrive ici à un principe général, tout ce qui est excavé, on se fiche de savoir ce que c'est, on le qualifie de déchet, et on ne s'occupe pas de ce que dit le droit dur, finalement, vous gérez, vous vous débrouillerez. Donc là, on a un cas très concret. Et donc, ici, on est quand même sur un webinaire organisé par Agriculture et Environnement. Donc, ça amusera quand même les agriculteurs de savoir que finalement, si je caricature jusqu'au bout, la terre qu'ils ont sur leurs bottes en rentrant de leurs travaux dans les champs, c'est des déchets. Et donc, on arrive à des situations complètement ubuesques où le droit mou vient finalement totalement fracasser l'objectif de la réglementation. Réglementation déchets, l'objectif, c'est évidemment de traiter les déchets. C'est pas d'en générer de nouveaux qui n'en seraient pas par ailleurs. Donc, voilà un cas très concret. On en a d'autres, hein, mais celui-ci me semble assez frappant. Donc là, dans ce cas-là, c'est parce que le droit dur a mal défini, a mal fait son boulot. Finalement, le législateur aurait mal fait son boulot dans la définition d'un déchet, que des guides derrière définissent n'importe comment les déchets et aboutissent à ce que de la terre agricole pourrait devenir un déchet. C'est bien ça, si j'ai bien Alors, compris. c'est exactement l'un des messages qui me semble absolument fondamental. On y reviendra tout à l'heure, probablement, quand on se posera la question sur le travail du législateur. Mais le message à retenir en substance, c'est que dès lors que le législateur ne fait pas ou mal son travail, c'est forcément d'autres organes qui vont se substituer à lui, mécaniquement. La nature ayant horreur du vide, c'est d'autres personnes que le législateur qui vont se substituer à lui. D'accord. Donc, Alors, oui, Carole, est-ce que ce droit mou, là, tout ça, tout ce dont on explique, c'est nouveau et est-ce que c'est l'expression finalement qu'aujourd'hui il faut faire le droit de manière différente qu'on le faisait dans le passé? Alors, c'est pas nouveau parce qu'il y a toujours eu des circulaires, des instructions ministérielles. Mais ce qui est nouveau, c'est l'ampleur du phénomène. Et je vais rebondir sur ce que vient de dire Sylvain. Vous le savez,
Il y a une loi agricole qui est en discussion, qui devrait donc être adoptée très prochainement. Eh bien, la loi agricole elle-même, dans son article premier, annonce qu'elle est une loi de programmation. Et dans les objectifs qui sont affichés, par exemple, il y a des conférences de la souveraineté alimentaire. La ministre elle-même disant, on ne va pas aller dans les détails dans la loi, c'est pas nécessaire. On va se réunir ensemble, on va discuter. Et ça, c'est aussi un phénomène, le phénomène du citoyen, des filières, des acteurs qui se réunissent entre eux et qui vont poser quoi? Vous voyez, une stratégie assortie d'objectifs, notamment de production à horizon de 10 ans, etc. Et moi, en tant que jury, je me dis, ça y est, c'est reparti. On va avoir des conférences là de la souveraineté alimentaire qui vont produire des tas de choses, je ne sais pas très bien quoi, je ne sais pas comment je vais l'utiliser. Donc le législateur lui-même se repose aujourd'hui sur cette dynamique de droit mou, aussi parce qu'on connaît la situation politique actuelle, hein, qui est très, très problématique au Parlement. Mais j'ai envie aussi d'insister sur un deuxième point, c'est que ce faisant, on redonne la main aussi à ceux qui ne sont pas élus, il faut quand même le dire, donc à toute une administration. Et cette administration, en fonction des documents de droit mou, elle est différente. Alors, quand on est dans le domaine environnemental, on va surtout être confronté à l'administration du ministère de l'écologie, qui évidemment ne vont pas inviter leurs petits camarades du ministère de l'Agriculture ou des filières agricoles pour écrire, mais il y a des milliers de textes de droit mou qui sont écrits tous les ans. Donc, il y a une perte là de compréhension, de lisibilité, de pouvoir d'expression politique, mais le législateur lui-même, poussé par des ministres, finalement, favorise la dynamique. Alors, ma question, c'est, mais par rapport à tout ce que tu me décris, ou vous me décrivez, est-ce que les juges aujourd'hui ont-ils encore les moyens de juger avec une réglementation aussi complexe, ou bien est-ce on va avoir des jugements qui finalement sont contradictoires parce qu'élaborés par rapport à du droit mou très contradictoire, puisque je présume que dans ce droit mou, on peut certainement trouver tout ce qu'on cherche, quoi. Sylvain, qu'est-ce que tu en penses? Mais, en fait, c'est à la fois la difficulté, le caractère passionnant sur la matière qui me concerne, enfin, qui nous concerne ici, qui est le droit de l'environnement, c'est que c'est une matière qui est extrêmement complexe. C'est ce qui en fait son caractère vraiment passionnant. Elle est complexe dans sa compréhension intrinsèque, elle est complexe parce qu'elle entraîne l'application d'autres matières juridiques, et elle est complexe aussi parce qu'elle entraîne l'application et la compréhension de la matière scientifique. Ce matin, j'étais encore sur un dossier de création de zones humides et de roselières, pour tout vous dire. Et donc, il faut qu'on comprenne, nous, en tant que juristes, ce que c'est que ça. Donc, on le voit bien, c'est une matière extrêmement complexe. Et le problème, moi, je suis un militant de la première heure sur la spécialisation de tous les professionnels du droit, et on le voit bien, à chaque fois qu'on arrive sur des gens qui n'ont pas le temps ou les moyens de comprendre cette matière, ils vont chercher les solutions qui vont leur permettre de comprendre cette matière. Et quand la réglementation ne vous permet pas d'être compréhensible en elle-même, on va aller chercher d'autres outils. Et que vous dit le Conseil d'État? Le Conseil d'État vous dit très simplement que le droit, c'est l'un des objectifs que je vous disais tout à l'heure, hein, il a vocation à se substituer quelquefois au droit dur quand il devient trop complexe, et il autorise explicitement le juge à prendre en compte le droit souple dans son raisonnement juridique. Et là-dessus, on a une vraie difficulté, puisque le juge, si on reprend une définition basique du petit Robert, il est là pour dire le droit. Il n'est pas là pour choisir la règle de droit qu'il va appliquer. Or, dès lors qu'on vous dit il a la faculté de choisir du droit mou, qui par définition, enfin du droit souple, qui par définition n'est pas du droit en vigueur, droit dur, on laisse une certaine forme de choix à un magistrat, et selon que vous serez au nord ou au sud de la France, vous n'aurez pas la même décision à situation égale. Et là, on le voit tout de suite, on a une rupture du principe de l'égalité, en tout cas un risque de rupture du principe de l'égalité qui est tout à fait majeur. Je veux dire, encore une fois, le principe de l'égalité, enfin, l'un des grands principes qui guide vraiment le contrat social, c'est l'administration ne peut agir qu'en conformité avec le droit en vigueur. Donc, on le voit bien, et si vous voulez, quand vous avez la juridiction suprême administrative qui vous dit vous pouvez faire application du droit mou, du droit souple, pardon, ça va être une solution de compréhension plus accessible pour un magistrat, et donc il va faire application de cela. Quand vous avez mon exemple de terre excavée,
le magistrat ne sait pas caractériser ce que c'est qu'une terre végétale par rapport à un déchet inerte, etc. Vous avez un guide qui lui dit tout simplement tout ce qui est excavé est déchet, très bien, dont acte, c'est comme ça qu'on va prendre la décision. On va vers une solution de facilité. Et donc, on a ici, à mon sens, un véritable changement de paradigme, encore une fois, parce que là, on passe du fait que le juge soit chargé de dire le droit au fait qu'il devient aujourd'hui celui qui va choisir le droit qu'il veut dire. Et ça, Oui. on a un glissement très problématique, finalement, où le juge est normalement une boussole objective du droit applicable, vers finalement un choix subjectif de prendre en compte ou pas le droit souple. Et ça c'est vraiment une problématique. Alors, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, à poser des questions en me les envoyant par écrit, que je puisse les adresser à Sylvain et à Carole. Euh, Est-ce que finalement, s'il y a cette prévalence aujourd'hui du droit mou sur le droit tout court, est-ce qu'on peut pas presque en conclure que le législateur ne fait plus le droit en France aujourd'hui, finalement, et que c'est, je sais pas, ce droit, le droit est en train d'évoluer de manière presque autonome, sans que le législateur, donc sans que les citoyens, sont directement mis dans la boucle pour faire du droit. Sylvain, qu'est-ce que tu en penses? Alors, la question est excellente. Encore une fois, le message qui me semble encore capital à retenir ici, c'est que, encore une fois, dès lors que le législateur ne fait pas correctement son travail, il va déléguer de facto son pouvoir à d'autres autorités. Or, je rappelle quand même qu'on a un principe assez fondamental dans notre société, c'est le principe de séparation des pouvoirs. Et le principe de séparation des pouvoirs, euh, c'est c'est sa définition même, encore une fois, c'est celui qui va tendre à prévenir des abus de pouvoir. Et pour prévenir les abus de pouvoir, on va confier le pouvoir non pas à un organe unique, mais à plusieurs organes, chacun en charge d'exercer leur pouvoir et qui pourront se faire mutuellement contrepoids. Donc, encore une fois, dès lors qu'on a le législateur qui ne fait plus son travail, c'est donc d'autres autorités qui vont se charger de ce pouvoir législatif et ça pose une véritable question philosophique. Encore une fois, vous vous souvenez, hein, c'est Montesquieu qui a fait cette distinction classique entre le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Dès lors que vous confiez à une autorité souple, entre guillemets, la capacité d'ériger de la quasi-norme qui sera appliquée par le juge, vous faites en sorte que le pouvoir législatif est dilué dans les deux autres pouvoirs, et donc mécaniquement, on peut avoir une tendance, si ce n'est à l'abus, en tout cas à une certaine forme de dérive. Et donc, on est clairement ici, me semble-t-il, sur ce droit souple-là, sur une forme d'atteinte à la séparation des pouvoirs. Et ça va tellement loin, ce souci-là, qu'aujourd'hui, le Conseil d'État vous dit que le droit souple peut servir de police des comportements. Ça, je n'invente rien, c'est marqué dans leur rapport de 2013. Aujourd'hui, selon le Conseil d'État, on peut juger, apprécier de la nature d'une faute en fonction du droit souple et donc en faire ainsi la police des comportements. Alors, c'est les échanges qu'on a vus en préparant ce webinaire. Il me semble utile de rappeler, Gilles, tu as parfaitement raison, enfin, c'est toi qui le disais, le droit n'est pas évidemment intangible, et heureusement, Dieu merci, il évolue en fonction des états de connaissances scientifiques ou que sais-je, ou d'autres événements, mais c'est pas finalement au droit souple de prendre en compte ça, c'est au législateur de le faire. Et encore une fois, si on échappe à cela, si on échappe, en fait, si le législateur échappe à cela, on a un vrai écueil. Et c'est ce qu'on avait déjà dit, je pense, dans d'autres échanges qu'on a eus. Aujourd'hui, on a affaire à une logorée législative qui ne mène à rien. Et donc, si vous voulez, nous militons un droit qui soit sobre et efficace. C'est deux conditions cumulatives. Et aujourd'hui, on a un droit qui est intempérant et illisible. Et comme il est illisible, on va chercher d'autres outils. Enfin, c'est assez logique. Et donc, finalement, ce droit souple va pallier les carences ou les lacunes du droit du législateur. Et parce que, mais voilà, il faut que le législateur se réapproprie cela au risque de définitivement faire une rupture avec les principes de séparation de pouvoir. Alors, donc je rappelle hein, que pour poser des questions, il faut appuyer sur le petit onglet en bas où il est indiqué Q et R. Donc, j'ai une question de Frédéric Legrand. Est-ce que l'utilisation du mécanisme de question préalable de constitutionnalité peut contribuer à obliger à revenir à du droit dur devant les juges? Enfin, je me permets juste d'intervenir, Sylvain, tu compléteras. Moi, je pense que non, c'est pas. En fait, c'est pas la question. Moi, je vais vous dire très honnêtement,
Le problème aujourd'hui, c'est le comportement de tout le monde. Vous savez, quand je vais dans des réunions où on me dit non mais Madame Zakine, le droit c'est trop compliqué, on va travailler en équité. Et qu'on se retrouve autour de la table avec des citoyens dans des comités citoyens pour élaborer en fait des textes de façon tout à fait non juridique, puisqu'il y a très peu de juristes, hein, vous le savez, les juristes, il n'y en a pas. Il y en a très très peu, on croise de temps en temps des avocats, les juristes ne sont pas là, ce qui fait que tous ces textes sont écrits entre différents usagers, différentes personnes, conviées dans des enceintes dites, alors c'est des parlements de l'eau, des échanges, etc. Et chacun va produire finalement sa propre norme pour faire quoi? Eh bien, pour gérer ce que l'on appelle aujourd'hui les biens communs. Quand vous êtes sur les territoires, l'eau est un bien commun, l'alimentation est un bien commun, tout est un bien commun. Donc, en fait, chacun s'approprie son bien commun et va y poser ses propres règles. Et c'est ce qui a été dit tout à l'heure. On a un problème de rupture d'égalité en France. On a fait la Révolution française pour qu'il y ait une égalité de traitement entre tous. Très clairement, on est dans un moment de rupture par rapport à ça. Donc, pourquoi pas le Conseil constitutionnel? Mais c'est déjà chacun d'entre nous à se dire comment est-ce que finalement on va arrêter tous de demander des dérogations, des textes d'adaptation, des chartes, des pactes, des trucs? Non, il faut refaire du droit. Le droit nous protège. Le droit, c'est un ensemble de règles. Et moi, je vais vous dire, ce qui me chagrine le plus, c'est que chacun se dit, en faisant tout ce droit mou, on va échapper aux normes, on fait de la simplification. Non, vous tombez dans un état de non-droit, vous n'êtes plus dans un état de droit et vous êtes soumis à ceux qui vont écrire en équité, en justice, en valeur, c'est bien, c'est mal. Voilà où on en est. Ok, alors, la proposition de loi sur de la loi agricole, l'article 1, on a introduit l'idée d'intérêt général. Il y a tout eu un débat là-dessus à l'Assemblée nationale. Est-ce que ça, c'est de nature à pouvoir changer les choses par rapport à ce droit mou ou pas du tout? Comment tu vois les choses, Carole? Alors oui, parce qu'il y a eu 6 heures de débat hein, au Sénat, absolument exceptionnel. Ça fait des années que je n'avais pas vu des discussions juridiques. Très clairement, la question était posée de savoir si l'article premier servait à autre chose que de poser des orientations, des objectifs politiques plus ou moins imposés à l'État et autres acteurs publics. Et il faut quand même, alors je le dis publiquement, remercier des sénateurs qui ont eu le courage d'affronter aussi bien la ministre de l'Agriculture que tous ceux qui étaient derrière pour dire mais vous parlez d'intérêt général, vous parlez de non-régression du droit, de la souveraineté alimentaire, mais que faites-vous? Vous êtes fous, vous vous rendez pas compte. Eh bien, je vais vous dire, ces sénateurs-là, hein, Duplon en particulier et le sénateur Louot pour ne pas les citer, ont voulu faire du droit, ont voulu poser des principes directeurs et sortir de cette mollesse. Alors, je m'emballe, c'est vrai, tu le dis, je m'emballe. Mais une mollesse insupportable de tous ces textes, alors qui ont, tu as parlé de diarrhée verbale, Sylvain, mais c'est exactement ça, ça n'arrête pas. Là, on fait du droit, oui, dire que protéger l'agriculture est d'intérêt général majeur, oui, pour les juristes, ça veut dire quelque chose. On replace l'agriculture au centre de l'échiquier, on refait du droit, on reparle de liberté fondamentale, on reparle de protection et d'action de la part de l'État, mais aussi, exemple très concret, quand vous êtes dans une situation de sécheresse, que faut-il faire? Est-ce qu'il faut couper le robinet, y compris de l'agriculture, interdire toute irrigation? Ou parce que protéger l'agriculture est d'intérêt général, on va arriver à mieux concilier la protection des cours d'eau des poissons et la protection de l'agriculture. C'est ça qui est en jeu. Donc oui, oui, ça a un intérêt majeur. Mais est-ce que ça va pouvoir faire face à toute cette avalanche de droits mous qui va quand même continuer à être là? Ou est-ce qu'il faut autre chose? Et que proposes-tu pour le monde agricole par rapport à cette situation de facto, puisque le droit mou, on ne va pas l'évacuer comme ça. Non. Donc, qu'est-ce que le monde agricole devrait faire aujourd'hui par rapport à cette réalité du droit mou? C'est une question que je pose à Carl, mais que je poserai ensuite également à Bon. Sylvain. J'ai deux réponses. Tout d'abord, et comme tu viens de le dire, accepter que le droit mou est une réalité et que le droit mou, contrairement à ce que j'entends, c'est pas du blabla. C'est-à-dire qu'une fois que c'est écrit, une fois que c'est écrit, ça aura une utilité juridique. Donc, deuxième conseil, écrire en toute conscience.
savoir ce que l'on écrit et se faire accompagner par des juristes qui savent comment on écrit le droit très en amont. Ça va être écrire du droit dans des feuilles de route, dans des stratégies, voyez, de déploiement des solutions fondées sur la nature. J'ai ici un texte qui est produit par l'Agence de l'eau à Dourgaronne. Vous avez 2 pages de documents de droit mou. 2 pages. Il faut participer à l'écriture de ces textes avec des intentions juridiques parce que de toute façon, ce droit mou, il a une valeur juridique et une utilité juridique. Sylvain, qu'en penses-tu? Oui, alors je rebondirai aussi sur ce que disait Carole, ça me semble intéressant. Je suis allé reprendre la définition de mou dans le dictionnaire, encore une fois. C'est toujours intéressant de revoir ce que nous dit les choses. Et ce que tu évoquais, Carole, tout à l'heure, c'est un peu finalement on a un peu, chacun fait sa soupe, chacun réidentifie son intérêt. La loi a un intérêt, elle agit dans l'intérêt de la société. Et là, on le voit bien, le droit souple peut avoir une vocation à agir pour certains intérêts particuliers. Et mou, j'avais trouvé cette définition, enfin, c'est le dictionnaire de l'Académie française, hein, qui cède à la pression, qui reçoit facilement l'empreinte des autres corps. Et donc là, on le voit bien, on a un risque de glissement finalement vers une forme de corporatisme ou que sais-je, que peut représenter, je ne dis pas tout le droit souple, mais en tout cas une grande partie de lui. Moi, ce qui me choque aussi, j'étais avec mes étudiants la semaine dernière et je leur parlais de la réforme de la procédure de demande d'un dossier de demande d'autorisation d'exploiter d'une installation classée. Vous avez une loi qui date d'octobre 2023 et le 28 octobre 2024, vous avez une instruction ministérielle, alors que vous avez déjà une loi qui a été écrite, hein, et vous avez donc le 28 octobre 2024 une instruction ministérielle qui donne le cadre d'application et les modalités de mise en œuvre de cette nouvelle procédure. Je trouve ça extraordinaire aujourd'hui qu'on ait le pouvoir législatif qui fasse son boulot très bien et qui le fasse tellement bien qu'on soit obligé d'avoir le pouvoir réglementaire qui émet une note elle-même non réglementaire pour expliquer ce qu'a voulu dire le législateur. Et donc, encore une fois, c'est le message fondamental que j'aimerais faire passer aujourd'hui. Dès lors que le législateur ne fait pas son boulot, il laisse ça à d'autres corps. C'est mécanique. Donc aujourd'hui, ma préconisation, elle est assez simple, c'est que le législateur fasse de la loi et qu'il fasse surtout de la loi précise et sobre. Et on ne peut pas avoir des textes qui systématiquement appellent des guides d'interprétation, des instructions ministérielles qui ne sont pas, qui n'ont pas de valeur réglementaire. Alors, je reviens une seconde là-dessus aussi, sur le caractère non réglementaire. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes en face d'une administration qui a son guide de lecture de telle ou telle procédure? Vous ne respectez pas ce guide, l'administration va avoir tendance à vous refuser l'autorisation. Donc ça a mécaniquement un impact. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Le Conseil d'État nous dit que le juge peut prendre en compte le droit souple et l'administration elle-même va évidemment prendre les instructions de son ministère. Ça paraît mécanique. Donc aujourd'hui, dire que le droit souple, qui n'est pas du droit en vigueur, on est bien d'accord, hein, n'a pas d'impact sur les situations juridiques quotidiennes, est faux. Donc, encore une fois, moi, la recommandation qu'on a déjà faite de nombreuses fois, mais je la répète, que le législateur fasse du droit et qu'il le fasse bien et de façon sobre. Et là-dessus, on arrivera enfin à retrouver une forme de séparation des pouvoirs et non pas un mix entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Est-ce Je- que Est-ce Pardon. qu'on peut dire, hein, Carole, c'est plutôt une question pour toi, que cette instrumentalisation et cette montée en puissance du droit mou, finalement, ça a été un instrument redoutable pour ce qu'on pourrait appeler la nébuleuse de l'écologie politique, pour pouvoir finalement faire avancer son paradigme culturel, et que le problème, c'est qu'elle a pu faire ça quasiment librement, étant donné que personne n'a réagi par rapport à ça, que ce soit d'ailleurs dans l'industrie ou dans l'agriculture, puisqu'aujourd'hui, quand on écoute les industriels, tout le monde se plaint d'avoir plein de normes, plein de choses. Donc, finalement, quand ils disent des normes, est-ce que c'est plutôt ce fameux droit mou qu'on conteste, et est-ce que pour pouvoir faire face à tout ça, il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, il y ait presque des task force du monde agricole pour saisir le droit mou et en faire un droit mou à son avantage. Mais oui, mais évidemment, évidemment, c'est-à-dire, et alors, je vais reprendre, mais tu l'as dit, c'est-à-dire que le droit mou, ça a été vraiment l'antichambre pour effectivement tous ces mouvements écologistes, hein, pour poser un certain nombre de leurs concepts.
C'est-à-dire que le concept de la sobriété, par exemple, on le trouve d'abord dans ces guides, ces textes-là qu'on trouve partout, ces stratégies, ces feuilles de route, etc. En fait, c'est vraiment l'antichambre des nouvelles valeurs écologistes, et puis après du droit. Et puis, je vais vous donner un autre exemple, hein. C'est vrai que les retenues d'eau, c'est quelque chose d'incroyable. Tout le monde parle de retenue de substitution. Bon, moi, dans mon code de l'environnement, ce n'est pas indiqué. On ne parle pas de retenue de substitution. On a des thématiques de plan d'eau, on a des thématiques de prélèvement, etc. Le terme n'existe pas. Pourtant, quand je dis ça, tout le monde me dit non, mais c'est pas possible. Tout le monde en parle. Bon, deuxième élément, je vous ai parlé tout à l'heure du financement de ces retenues d'eau qui sont passées par ces fameux protocoles. Alors, Gilles, j'ai quand même envie de te dire que les protocoles de gestion de l'eau, ils sont signés par le monde agricole, et je reviens à la définition de la mollesse, adoptée par le monde agricole sous pression très forte du monde de l'écologie, mais des collectivités territoriales, mais de l'administration. Et aujourd'hui, ces protocoles qui sous-tendent que toute construction d'ouvrages de l'eau doivent être accompagnés d'une sobriété dans l'utilisation des phytos, des engrais, de l'eau, eh bien, dans la proposition de loi entrave qui a été discutée récemment, le ministère de l'Agriculture, qu'est-ce qu'il fait? Il fait rentrer dans le Code de l'environnement la référence à des ouvrages de stockage de l'eau, le terme n'apparaissait pas encore, et considère que il faut que ces ouvrages de stockage de l'eau et les prélèvements qui sont associés soient conditionnés à un engagement dans des pratiques sobres en eau. Mais la sobriété, c'est même pas écrit dans le code de l'environnement. Et nous, on va l'écrire dans le code rural. Pourquoi? Parce que, en fait, on a une contamination même de l'état d'esprit, de la façon de penser, qui vient de ces textes de droit mou qui sont appliqués, répétés depuis des années sur les territoires. Donc, effectivement, mettre en place une task force, enfin quelque chose du côté du monde agricole, je pense qu'il est temps quand même de se dire, là, si on veut faire quelque chose et participer, parce que arrêter l'avalanche, j'y crois pas, mais si on veut au moins reprendre un peu de pouvoir, il faut vraiment qu'il y ait une reprise en main de réalité, de réalisme. Alors ça, c'est par rapport au monde agricole et industriel. Et Sylvain, d'après toi, aujourd'hui, il y a quand même un problème avec le législateur, comme on vient de le dire, qui finalement fait des textes non soit pas précis, soit des textes dans lesquels on inclut des valeurs qui ensuite ont un ricochet sans qu'on regarde véritablement le sens. Donc, est-ce que il ne faudrait pas faire aussi peut-être une formation juridique des sénateurs et des députés pour qu'ils prennent des décisions conformément au droit et pas conformément au droit mou? Qu'est-ce que tu en penses, Sylvain? Ouais, non, mais on a une vraie difficulté. Encore une fois, je ne vais pas du tout faire de politique, mais vous voyez bien, quand on parle du législateur, on est mécaniquement obligé de parler des acteurs politiques. Alors là, je vais prêcher pour la paroisse des avocats et je vais me faire plein d'amis, je pense. Quand je vois que, parce que vous avez été législateur, donc enfin, député ou sénateur pendant X années, vous avez le droit d'avoir une passerelle qui vous permet d'être avocat, ça veut dire qu'on considère que finalement, quand vous avez été législateur et vous avez écrit des textes, pardonnez-moi cette caricature, mais un peu avec les pieds, vous avez le droit d'être juriste. Bon, je trouve que c'est quand même une problématique et c'est assez révélateur finalement du rôle qu'on veut bien attribuer au juriste. Le juriste, finalement, c'est un gras de papier. Bon, bah, tel jour, il écrira telle règle et le lendemain, il en écrira une autre. Moi, ce que je dis à longueur de journée, et spécifiquement sur le droit de l'environnement, il faut que le droit de l'environnement arrête d'être une espèce de matière un peu sentimentale. Tiens, le droit de l'environnement, c'est quelque chose d'objectif. On ne peut pas faire des lois parce qu'il y a un nouvel événement, etc. La loi, elle doit anticiper les éléments et elle ne doit pas réagir à chaud à des éléments. On le voit systématiquement sur le droit de l'environnement, ça a été le cas. On a durci énormément les conditions d'obtention des autorisations après l'accident d'AZF. Je vous rappelle, hein, l'accident d'AZF, il a eu lieu 10 jours après le World Trade Center, donc on s'est dit attentat, etc. Puis on s'est rendu compte qu'il y avait des installations qui posaient des dangers. Donc on a énormément aggravé les conditions. Puis finalement, on s'est rendu compte que l'aggravation de ces conditions faisait que toutes les entreprises fuyaient la France, et donc du coup, on les a assouplies. Et donc on a un mouvement permanent
de gens enfin de gens, du législateur qui navigue complètement à vue et qui va au gré du vent sans avoir de cadre. Et donc là, encore une fois, oui, une formation, moi j'y serais tout à fait favorable, mais on critique aujourd'hui la déliquescence du niveau des politiques. Je pense qu'effectivement, il va falloir qu'on se ressaisisse de ce point de vue-là pour qu'on ait des textes qui soient véritablement législatifs. Alors, est-ce qu'on le voit avec les politiques eux-mêmes ou avec les gens qui les accompagnent? Ça, c'est un point à voir. Mais c'est certain qu'on a un travail énorme à faire. La ZAN, par exemple, donc la zéro artificialisation nette, sur le principe, on comprend l'idée, c'est une loi qui a été faite sans étude d'impact. C'est-à-dire qu'on n'a pas regardé le statu quo ante et le statu quo ex post. Donc, je veux dire, on a une difficulté là-dessus. On ne peut pas réagir en disant, tiens, c'est une bonne idée, on va arrêter d'artificialiser les sols parce qu'il y a un terrain de foot qui part toutes les 10 minutes. C'est pas possible. Il faut qu'on ait des outils qui nous permettent de faire une vraie étude d'impact. Qu'est-ce qu'il y a la sobriété en agriculture? C'est plutôt une remarque, hein. Quand la climatologie est aussi changeante et qu'elle risque de faire perdre des rendements, donc la souveraineté alimentaire de la France et des coûts de production qui explosent. C'est un agriculteur, bien entendu, qui écrit ça. Il a entièrement raison. C'est le problème, justement, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression, si je résume un petit peu notre discussion, c'est que pour faire plaisir à un certain nombre d'électeurs ou de formations politiques, on fait finalement, on pense qu'on peut mettre dans la loi ou dans des règlements des choses qui n'auront pas d'impact. Par exemple, le Grenelle de l'environnement, le monde agricole était très, très, très content d'avoir pu rajouter à la phrase diminution de 50% des produits phytosanitaires et d'avoir ajouté la formulation si possible. Possible. Et que finalement, c'était considéré comme une victoire de la part du monde agricole, alors que, bien entendu, c'est un échec total, puisque c'est à partir de ce moment-là que tout a été conditionné pour l'arrêt des pesticides en France. Et donc, peut-être qu'un des messages, si je vous écoute bien tous les deux, c'est de dire que il faut vraiment que quand on écrive les choses, on réfléchisse bien à chaque mot qui est écrit et que peut-être qu'on a affaire à pas une guerre culturelle, mais une guerre sémantique. Une guerre sémantique où il faudrait qu'on réfléchisse à tous les mots qui sont utilisés par le monde agricole. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, par exemple, on voit bien comment certains mots sont des mots de mode. Par exemple, le terme transition écologique est un mot qui apparaît absolument partout, sans définition, sans savoir ce que ça veut dire, et que finalement, tout ça, ça a des répercussions sur la loi et sur la manière de faire les choses. Alors, il y a un exemple, Gilles, si tu me permets, hein, pour aller dans ton sens. Quand on dit pas d'interdiction sans solution, évidemment, je comprends parfaitement le message. C'est écrit aujourd'hui dans la proposition de loi agricole. Bon, très bien. Le problème, c'est que moi, juriste, qu'est-ce que j'entends? J'entends le monde agricole accepte de passer par principe à l'interdiction et accepte des dérogations par principe. C'est-à-dire que nous étions, depuis la Révolution française, dans la liberté de faire, avec des exceptions pour ne pas faire. Aujourd'hui, pas d'interdiction sans solution. J'accepte de ne pas faire par principe et exceptionnellement, je vais être autorisée à faire matière en phyto, en eau, et je passe ma vie à discuter de dérogation. Mais si vous dérogez, c'est qu'à la base, on vous a interdit d'eux. Donc, je comprends la com. Mais aujourd'hui, hein, et je vois Sylvain qui acquiesce, de grâce, réfléchissons la communication en fonction des conséquences juridiques. Parce qu'on ne peut plus continuer à se dire, on fait de la com. Non, c'est pas suffisant parce que, et là où je vais encore plus loin que toi, hein, Gilles, pour moi, c'est une vraie guerre culturelle qui est livrée depuis des années et des années autour de mots. Vous savez, le développement durable, l'origine, c'est quoi? C'est la déclaration de Rio de 1992. C'est l'exemple de droit mot international que l'on donne aux étudiants. Qui ne connaît pas aujourd'hui le développement durable? C'est inscrit dans la charte de l'environnement, donc dans notre constitution. C'est du droit mou pour engager les États à mieux faire. Donc, on a comme ça des mots qui sont des termes valises, qui vont être des changements pour la société, des ruptures majeures. Et c'est vrai que je parle souvent du bien commun.
Ben oui, c'est un changement majeur également. Donc oui, il faudrait que le monde agricole réfléchisse en amont aux conséquences de l'utilisation de tous ces termes et apporte ces définitions. Alors, quelques questions encore là. Est-ce que s'imposer des études d'impact poussées avant toute nouvelle loi permettrait de réduire le droit mou? Mais en fait, je me permets, Carole, excuse-moi, mais Ah, non, non, mais vas-y, En, vas-y. en fait, là, on a un exercice assez amusant. On a fait, je vais vous donner un cas extrêmement pratique. On a fait au cabinet le recensement, on a acheté des nouveaux ouvrages et on a fait le recensement de tous les ouvrages qu'on avait déjà au cabinet. Si vous ne faites pas ça, ça veut dire que vous achetez des ouvrages en double. C'est exactement le même principe pour la réglementation. Si vous ne voyez pas l'état du droit en vigueur au moment où vous voulez prendre une nouvelle loi, vous risquez soit d'en faire une surabondante, soit d'en faire une contradictoire. Donc, bien entendu, encore une fois, le législateur doit être sobre et efficace. Il doit être intelligible. Et si vous voulez, je me suis amusé à faire un petit exercice. Moi, je compare très souvent. Le droit de l'environnement est un droit extrêmement récent. Donc, en fait, il est très meuble dans cela. Et il est d'autant plus meuble qu'il est, en fait, soumis notamment à l'état des connaissances scientifiques. Donc, on le voit bien. Vous parliez d'éléments climatiques qui bougeaient tout à l'heure dans l'une des questions. Évidemment, vous avez parfaitement raison. Et pour autant, les choses changeaient aussi au moment du code de 1804. Et on a un code civil de 1804 qui est écrit tellement de façon lisible qu'on n'y a pas touché depuis 220 ans. Donc ça, c'est quand même assez extraordinaire. Et là, on a une réglementation qui arrive. Le droit de l'environnement moderne, c'est le milieu des années 70, à peu près. Hein, vous avez plusieurs vagues successives, mais c'est à peu près le milieu des années 70. Et on voit quoi? On voit des textes illisibles. Et si vous voulez, je vous en donne une petite illustration. Je vais vous donner un article poétique du code civil, l'article 524, et après, je vais vous donner un article du Code de l'environnement, vous allez comprendre. Sont immeubles par destination les animaux attachés aux cultures, les ustensiles aratoires, les semences données aux fermiers ou métayers, les pigeons des colombiers, les lapins des Garennes, les ruches à miel, etc., etc. Est-ce que vous avez besoin que je vous explique ce texte? A priori, non. Et vous allez prendre, je vais vous donner, je ne vais même pas vous dire de quoi il s'agit, vous allez essayer de comprendre, je vous dirai après. Une substance ou un objet, donc là je suis évidemment dans le code de l'environnement, une substance ou un objet issu d'un processus de production dont le but premier n'est pas la production de cette substance ou de cet objet ne peut être considéré comme un sous-produit et non comme un déchet que si l'ensemble des conditions suivantes est rempli, blablabla. Bla, 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 bla. Si vous avez compris que je parlais des sous-produits et non pas des déchets, bravo. Donc vous comprenez bien que d'un côté, on a des articles sobres, clairs et qui vous disent exactement ce qui se passe, et de l'autre, vous avez quelque chose qui est absolument incompréhensible si vous n'avez pas fait un doctorat en Oui, philosophie du droit antique. c'est le Donc, droit romain contre le droit anglo-saxon. voilà. Et donc votre question, donc pour répondre très directement à votre question sur l'étude d'impact, oui, c'est exactement l'exemple de ma bibliothèque. Si je veux racheter un nouveau bouquin pour mon cabinet, je regarde d'abord si je l'ai déjà dans ma bibliothèque, basiquement. Donc, oui, oui, bien sûr, pour répondre à votre question. Alors, encore quelques minutes pour d'autres questions, si vous voulez. Je regarde. Peut-être, Gilles, qu'on n'a pas abordé quand même une question pendant que tu regardes les autres questions, c'est que en ce moment, c'est vrai, il y a une grande tendance dans le monde agricole de penser à la Constitution. Mais avant de penser à ça, et soyons pratico-pratiques, le Conseil d'État accepte d'annuler des textes de droit mou pour peu que ces textes, en fait, soient considérés comme étant illégaux. C'est-à-dire que vous pouvez engager un recours pour excès de pouvoir en tant qu'administré contre un texte de droit mou, alors que ce soit un mail, enfin un courriel, que ce soit une instruction, une circulaire, etc. Donc ces textes sont attaquables parce que, et c'est là en fait je trouve tout le paradoxe, c'est-à-dire que le Conseil d'État finalement reconnaît ces textes de droit mou, leur donne quand même une valeur, mais néanmoins, il y a quand même un sujet qui est majeur, c'est celui du vice de procédure, de la compétence. Parce que ces textes, en particulier les circulaires, les instructions ministérielles, mais les guides méthodologiques, sont là pour interpréter un texte réglementaire ou une loi. Ils ne sont pas là pour rajouter des éléments de droit. Ce qui fait que si vous arrivez à démontrer que votre circulaire, elle est impérative, elle a une portée générale, donc elle vous touche, elle vous concerne, et qu'elle a été adoptée par la mauvaise personne, c'est-à-dire que une agence de l'eau, un fonctionnaire ne peut pas prendre la place d'un préfet ou d'un ministre ou même du législateur. Et là, le Conseil d'État, il peut annuler.
il peut annuler ces textes. Et ça s'est déjà produit. Alors, un autre conseil, pour ceux qui me connaissent, je crois qu'ils commencent à être habitués, faites du contentieux, mais du contentieux efficace. Allez-y. Moi, j'en connais plein, hein, des textes là de droit mou qui sortent en toute impunité, à tous les niveaux. Et, Qu'attendons-nous pour les contester devant les tribunaux? et j'ajoute, Carole, que c'est précisément ce que dit le Conseil d'État. Le Conseil d'État, en fait, dans sa description du droit souple, vous dit que c'est un droit formidable parce qu'il permet de dépasser une certaine forme de rigidité. Il trace aussi un certain nombre de dangers, atteinte à la séparation des pouvoirs, etc. Et il vous dit quand même, là je le cite, hein, il n'est pas souhaitable de voir des autorités publiques développer un pouvoir dont on a vu l'effectivité tout au long de cette étude, à l'abri de tout contrôle juridictionnel. Dit autrement, le Conseil d'État invite certes à appliquer le droit souple, mais quand même à le soumettre à une forme de contrôle. Et évidemment, parce que sinon, on irait vers une dérive absolue et l'abus de pouvoir qu'on évoquait tout à l'heure sur la séparation des pouvoirs. Là, je pense qu'on arrive au terme de notre webinaire. En tout cas, ce que tu dis là, Sylvain, est très intéressant parce que finalement, même le Conseil d'État est conscient qu'il est en train d'y avoir une dérive du droit mou. Et donc, ça, je pense que c'est un message très fort et qui renvoie à la question du législateur, parce que c'est au législateur, quelque part, de mettre un petit peu d'ordre de là-dedans et pas de renforcer et de ramener encore plus de droit mou dans le droit mou. Euh, Allez, encore peut-être une minute pour une dernière question, si quelqu'un a une question à poser. Je ne sais pas s'il y a une question, mais c'est vrai aussi que les droits mous, parce qu'il y en a de plusieurs types, hein, c'est l'expression d'une territorialisation en fait des textes et du droit. Hein. OK. Oui, oui. Je pense qu'on a juste le temps pour que Carole et Sylvain vous donnent une petite, le mot de la fin en 2 minutes chacun. Sylvain, qu'est-ce que tu aurais à dire d'abord? Allez, bon, j'y vais. J'y vais. Encore une fois, moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on prenne tous les outils pour atteindre des objectifs. Il faut qu'on clarifie les objectifs de façon très claire et qu'on revienne véritablement à une notion d'intérêt général. Je suis extrêmement confiant, encore une fois, parce que il faut avoir en tête que les périodes fortes créent des personnalités faibles, en tout cas les favorisent, et que les périodes faibles, dans lesquelles nous sommes peut-être un peu, favorisent des personnalités fortes. Et donc, on va avoir, à mon avis, un point de bascule à un moment où on va retourner vers une forme de compétence qui va nous permettre d'avoir une effectivité de la norme. Donc, je suis de ce point de vue-là extrêmement confiant. Et on en a besoin parce que si on ne le fait pas, c'est le contrat social qui saute. Alors, ça fait très rousseauiste de dire ça, mais malgré tout, si vous faites sauter le contrat social, vous faites sauter le consentement à la norme, le consentement à l'impôt, et finalement, c'est chacun pour soi. Donc, de ce point de vue-là, je suis extrêmement confiant. On doit retourner vers une forme de compétence et de sobriété. On va y arriver. Voilà, on arrive au bout de l'exercice, et je pense que du coup, on ne peut que se redresser. Très bien. Et toi, Carole, alors, mot de la fin? Le mot de la fin, c'est que le droit mot est une réalité, donc ça ne sert à rien de vouloir le nier ou le stopper. En revanche, il y a une nécessité de remettre du droit dans le droit mou, c'est-à-dire remettre effectivement plus d'intérêt général, de liberté publique et de conscience dans l'écriture, c'est-à-dire que écrire ces textes de droit mou avec les bons mots, les bons termes, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, de l'investissement. Et il est nécessaire que du côté du monde agricole, il y ait vraiment cette prise de conscience. Je terminerai juste en disant que le monde agricole est habitué aux us et coutumes. On en a encore dans le code rural, évidemment. Mais là, on a vraiment affaire à quelque chose de nouveau, avec aussi des concepts, des valeurs, et je risque aussi le terme, avec de l'émotion. Mais l'émotion, elle peut aussi, et elle doit aussi, être du côté du monde agricole. Donc, le droit mou, c'est une réalité, autant y participer, mais en toute conscience. Alors, pour vraiment le mot de la fin, une petite remarque de quelqu'un qui me met une remarque. Tant que le monde agricole ne mettra pas en priorité la nécessité de se faire accompagner par des juristes compétents, le droit mou a de belles années devant elle. Oui, mais des juristes compétents, on en connaît et donc il suffit d'y aller. Voilà, je vous remercie à tous en tout cas. Merci aux gens qui ont participé. Merci Carole, merci Sylvain. Je pense que
Ça donne un bon Merci à toi. éclairage de ce qu'est le droit mou. Bien entendu, vous allez pouvoir retrouver ce webinaire en ligne et le partager pour pouvoir éclairer particulièrement nos responsables politiques qui ont besoin peut-être d'une petite leçon de droit et de droit dur et de droit mou. Merci à vous tous.